questions, profitez, on fait le débat. C'est la première fois qu'on fait le débat à l'heure de la sieste. D'habitude, on le fait en fin de journée, mais il y a du monde qui est parti. À 16 h, on fera le tirage de la tombola pour les 2 livres. On vous a précisé que la dédicace donne les 2 livres est payante ou pas? Et on va commencer... Ah ben, il a oublié. On va commencer par quelque chose d'un petit peu, heureusement, rare, puisqu'on a un ufologue et ami de certains d'entre nous, connaissances, qui est décédé récemment. Alors, j'imagine que vous savez de qui on parle. Hein? On attend James, c'est lui qui va se charger de ça. Et après, à vous de jouer avec vos questions. Bon, je vais vous dire que je me suis un peu décidé un peu à la va-vite parce qu'on a appris la mort de Gildas Bourdet, vous êtes au courant, avant-hier. Le jour d'avant, en fait, il y a 2-3 jours, alors qu'il est décédé le 25 septembre. Alors, contrairement à mon habitude, où je parle toujours sans document, mais là, je me suis écrit un petit texte quand même. Voilà, Gildas Bourdet, que vous connaissez tous, je pense, nous a quittés. Je veux dire juste aujourd'hui mon immense tristesse, car Gildas était un ami de 20 ans, un peu plus de 20 ans. On a échangé souvent, par écrit et face à face, on se connaissait très bien. Il y avait en lui non seulement le spécialiste, mais aussi l'homme. Un homme honnête, qui était plein de bienveillance, jamais agressif, mais qui, d'une phrase, faisait reculer ses opposants. D'une phrase ou parfois d'un mot. Il fallait avoir les épaules sacrément larges pour lui tenir tête dans une discussion ou un débat sur les ovnis. Il a donné à l'ufologie française, ça c'est de mon cru, qui en manquait singulièrement, un télescope braqué sur les événements mondiaux, essentiellement ce qui se passe aux États-Unis. On lui doit une dizaine d'ouvrages majeurs sur le sujet, donc, et traduction de plusieurs livres anglo-saxons, parce que c'était un excellent anglophone. Il soutenait sa grande qualité, si je veux dire, il soutenait depuis toujours l'hypothèse extraterrestre de l'origine des hommes. Il s'y est tenu avec une constance qui se distinguait de l'étrange versatilité intellectuelle d'autres ténors bien connus. Je ne regarde personne. Les événements récents tendent, une fois de plus, à lui donner raison. Avec en point d'orgue la publication en août dernier de la bombe de Luis Elizondo Jiménez. Gildas, nous ne t'oublierons jamais. Voilà. C'est Gildas qu'il faut applaudir. Et je dois dire qu'il a envoyé son dernier message sur une liste de discussion le 17 septembre. Et il est parti le 25. Personne ne s'en doutait. Oh, si, si. Ah, il était âgé. On ne sait pas ce qui a causé son mort, mais... on s'en doutait, on ne savait pas que ça serait le 25. Évidemment, mais on voyait bien que ça s'approchait. Depuis déjà 3-4 ans, on voyait bien qu'il y avait des problèmes. C'était affaibli. Voilà. Il est venu à plusieurs congrès ici, il a participé avec nous. Et effectivement, c'était quelqu'un, moi je retiens surtout Saint-Jean-Baptiste. Oui, moi je peux en parler un peu de Gildas parce que je fais partie des gens qui ont fait le dernier déjeuner avec lui il y a 4 semaines bientôt. Et c'est vrai que Gildas, à la sortie du repas, il était très fatigué, on a mis beaucoup de temps à aller jusqu'à chez lui. Et Gildas, ça fait près de 40 ans que je le connaissais, c'était un ami, on a partagé plein de choses, plein d'enquêtes, plein de fous rires, plein de repas, et plein de moments aussi un peu plus délicats, mais Gildas, c'était Gildas, quoi. Et tout comme Joël Ménard a été papa d'ufologie, Gildas est un ami de l'ufologie,
Et on discutait souvent du sujet de Roswell et des États-Unis. Et c'était vraiment une grande source à ce niveau-là pour nous. Voilà. Je ne vais pas continuer à en parler plus, hein, parce qu'après, j'ai les larmes qui remontent aux yeux. Enfin, merci à vous. Concernant Gildas, moi je ne l'ai pas connu, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai pas eu la joie de le rencontrer. Ce que je peux dire, c'est qu'il a fait un repas il n'y a pas très longtemps non plus avec le Sceau. Il y avait un membre de chez nous du MIFON qui était présent, Xavier Dipens. Ils avaient passé un excellent repas, c'était 4 personnes. Et ça a surpris aussi beaucoup Xavier et les membres du Sceau, pardon. Cette mort un peu soudaine, ce que je peux dire à son sujet. On vous souhaite d'avoir peut-être la réponse, ou une réponse sur l'ufologie. Voilà. Oui, je vois très bien de quoi tu veux parler, Catherine. Moi, les abductions au début, je pensais honnêtement que c'était peut-être des cauchemars ou la conscience collective humaine qui avait élaboré ce type de sujet. Pourquoi? Peut-être pour sauvegarder peut-être l'espèce dans ce moment un peu difficile pour nous, environnemental notamment. Le danger du nucléaire, tout ça, je me suis dit, c'est peut-être lié à tout ça. On crée peut-être des phénomènes bizarroïdes qui se matérialisent peut-être dans notre réalité. Et en fait, en côtoyant les expérienceurs, je ne parle pas des abductés qui prennent positivement, comment dire, ils sont pas soumis, mais c'est comme s'ils collaboraient eux-mêmes pour le bien-être, pour l'évolution de l'espèce. Et moi, je m'intéresse davantage aux personnes qui souffrent de ça. Au début, je m'intéressais beaucoup aux aliens, voilà, parce que l'alien, pour moi, forcément, il devait être, s'il est au-delà de nous, s'il est plus avancé que nous, donc forcément il doit avoir une bienveillance naturelle pour faire progresser, évoluer les espèces primaires que nous sommes. Mais j'ai très vite changé d'avis, parce que ce qui était ramené, c'était beaucoup de souffrance, dont il a fallu à un moment donné que je prenne conscience que peut-être ils ne sont pas si bienveillants que ça, dans le sens humain, mais peut-être c'est de l'hybridation, ce sont des êtres extradimensionnels, peut-être ils ont besoin justement de notre partie, notre génome, pour peut-être se matérialiser plus facilement dans notre réalité. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Donc il y avait tout ça, et puis la vision archétypale, quoi, du gris ou du grand blanc, ça me paraissait vraiment... je trouvais ça bizarre, quoi, bizarre. Je me suis dit, les gens s'inventent des choses, l'un dit ça, l'autre va répéter, ainsi de suite, et puis ça va agglomérer, ça va faire une grande création. Jusqu'au jour où j'ai rencontré vraiment les voyageurs, c'est-à-dire les gens qui sortent de leur corps, et qui m'ont dit, non, Eric, je peux te dire, je peux t'affirmer que dans ton voyage, on sort de nos corps, on peut croiser des vaisseaux, on peut croiser des sondes aliens, on peut rencontrer ces aliens et les observer. Ils arrivent à nous détecter très facilement. Justement, un m'avait raconté qu'il avait rattrapé une sonde alien, c'est-à-dire ces fameuses boules orange-rouge qui font à peu près 1 mètre de diamètre et qui traversent l'espace très rapidement. Lui s'amusait dans son corps éthérique à en rattraper une. Et quand il a plongé, entre guillemets, sa tête éthérique dans l'objet, il a vu qu'il n'y avait rien pratiquement dedans, sauf un petit truc qui clignotait. Il a très bien compris que c'était une technologie autre qu'humaine. Et là, ça lui a fait quand même un choc. Ça, c'était les premières expériences qu'il a eues avec. Et aussi, quand il a vu les grilles, parce qu'il avait un ami qui était ufologue, qui lui disait qu'ils étaient sur Terre, il n'y croyait pas, parce qu'il faisait des sorties de corps depuis l'enfance. Et quand il a aperçu 2 grilles, dans leur véhicule, l'apparence des véhicules, c'était un véhicule utilitaire blanc, tout à fait humain, et à l'intérieur, il y avait ces 2 êtres qui donnaient l'apparence extérieure, en fait, d'une voiture. Et lui, il les a détectés et rentré dans le véhicule, et il a senti que ça changeait de vibration.
qui montaient en vibration, où ils allaient changer de vibration. Comme lui était dans son corps éthérique, il s'est dit je vais les suivre. Et il a été expulsé, il m'a dit je n'ai pas pu les suivre. Et pour lui c'est une évidence. Bon, ça a changé vraiment mon regard. Et quand on en a discuté ensemble, il m'a dit eux, ils font ce que nous faisons en fait à nos animaux ou à nos végétaux. Ils font des hybridations comme nous on fait avec des rosiers ou avec des animaux. Il n'y a pas de bien ni de mal. Ce qui peut paraître mal pour nous peut être bien pour eux. Donc voilà, moi je vis maintenant avec... et ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est la condition humaine, c'est l'humain. Je me suis retourné vers l'humain maintenant. J'ai arrêté d'idolâtrer les aliens, quoi qu'ils soient, quelque part. Hein. Et j'ai appris aussi qu'ils avaient des modes de déplacement complètement différents de ce que l'on peut entendre nous. Ils ne vont pas d'un point A à un point B de façon rectiligne. Ils utilisent des passages, c'est sûr. Peut-être des fréquences, des vibrations autres, des technologies. Leur technologie leur permet de faire ça. Et voilà, ça a changé mon regard par rapport à tout ça. J'ai aussi une expérience, il n'y a pas longtemps, d'une personne qui est franco-italienne, qui vit avec des démons depuis son enfance. Elle m'a dit, voilà Eric, moi j'ai une vie professionnelle qui est très riche. Avec mon mari, on a un patrimoine immobilier qui est très convenable, qui est très... on a tout ce qu'il nous faut, quoi, en fait. On est très aisé dans nos vies matérielles. Par contre, elle m'a dit, moi, depuis mon enfance, je pense que je suis possédé par des créatures démoniaques. Parce que moi, je vis ça au quotidien. À l'extérieur, je fais bonne mine, voilà, mais ma vie privée, c'est un enfer. Et j'en veux énormément à mon mari, car quand ils viennent, lui ne bouge pas. Je hurle, je crie, je me débat, il ne bouge pas un cil. Il est à côté en train de dormir, il ne bouge pas. Quand je lui raconte le matin, il ne sait pas quoi me dire, il m'entend. C'est la souffrance. Il me dit, moi je vis ça, c'est une véritable souffrance. Et elle a eu le déclic cette année, en 2024, quand elle a vu en Italie un documentaire sur le MUFON et sur l'équipe ERT, et sur Catherine Marden. Elle a dit, il faut que je me procure ce bouquin. Elle a acheté le bouquin, elle a lu le bouquin. Elle a dit, je vais contacter le MUFON. Alors, elle a fait 2 observations déjà. Un enquêteur est venu chez elle par rapport à une de ces observations et elle a demandé à rencontrer un membre de l'équipe ERT, un membre francophone. Le cas m'a été attribué, on s'est parlé par visio. La première heure et demie où je l'ai eu, elle n'a fait que pleurer. À chaud de larmes, elle pleurait. Il faut savoir que c'est une femme qui a 57 ans, son mari était à côté d'elle, je ne sais pas montrer, ils sont très connus dans le milieu professionnel. En fait, ce sont des coachs sportifs pour les cadres dirigeants de grandes boîtes, de grandes sociétés, du CAC 40. Donc ils sont extrêmement connus dans leur milieu. Donc bien sûr l'anonymat le plus complet. Et elle me dit, je pensais que c'était démoniaque, ça marche sur le lit, ça se déplace, ça touche les jambes, ça touche jusqu'au niveau génital, c'est horrible, quoi. Je hurle, et mon mari ne fait rien. J'ai commencé à lui expliquer que son mari c'est normal, parce qu'il est neutralisé par ces entités, donc il ne peut pas réagir, ce qui est normal, de ne pas lui en vouloir, tout ça, elle a commencé à accepter tout ça, et se rendant compte qu'en fait les êtres à qui elle avait affaire, c'était en fait les grilles. Elle me dit, entre guillemets, ces petits cons, parce qu'elle les appelle comme ça, ces petits cons quand ils viennent me parler là, par télépathie à côté, ne t'inquiète pas, on va pas te faire mal et tout, qui m'enfoncent des trucs partout et qui me marquent comme un animal. Elle m'a dit, c'est horrible, et de savoir juste, d'avoir quelqu'un, une équipe qui est capable d'entendre, au moins d'entendre, moi je ne demande pas que, sans jugement, de m'écouter déjà. Et ça m'a soulagé quand je lui ai dit qu'elle pouvait reprendre possession de son corps, de sa conscience, qu'il n'avait pas... On était nous aussi des êtres supérieurs, bien plus supérieurs à ce que l'on croit, à ce que l'on pense, que nous ne sommes pas que des êtres terriens dans une réalité de vie normale. Nous sommes bien plus que ça, beaucoup plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on
Ils viennent parce qu'ils sont intéressés par nous, parce qu'on a quelque chose que certainement ils n'ont plus, ou ça a disparu, ou ils n'ont jamais vu peut-être. Elle a repris conscience de tout ça, elle a pu se défaire de cette emprise. Et je lui dis, quand ils viennent, vous allez sentir, ça va vibrer, vous allez avoir des acouphènes, ça va commencer à vibrer, vous allez trouver l'atmosphère un peu différente. Il faut bouger. Je lui dis, bougez votre corps sans arrêt, sans arrêt. Comme ça, ils vont peut-être pas arriver à vous paralyser. En fait. Donc, on s'est revus 3 semaines après, et j'ai vu en face de moi une femme complètement différente, rayonnante. Je l'avais libérée en fait, quelque part. Pourtant, je n'ai rien fait, j'ai juste écouté. Et ça l'a libérée. Et c'est comme si le battante, c'est une femme très, très active. Elle me dit, il faut qu'on aille plus loin, j'ai compris en fait. Ce qu'elle voyait aussi, elle faisait des cauchemars, et derrière elle voyait un œil. Elle me dit, je voyais un œil de reptile. Sans arrêt, je voyais un œil de reptile. Et elle me dit, je pense que le petit con qui vient me voir là, sans arrêt, maintenant apparemment il m'enlève beaucoup moins. Quand il vient, il veut que j'aille rencontrer le reptile. Alors je lui dis, surtout faites pas ça, n'allez pas le rencontrer. Vous irez peut-être plus tard si vous voulez, mais ne faites pas cette bêtise. Et elle avait très peur aussi de disparaître par rapport à ses filles. Elle a des filles qui sont jeunes adultes, 25 et 28 ans. Elle m'a dit, si jamais je disparais, là aussi il y avait toujours cette notion de disparaître, vous saurez quoi leur dire, vous direz à mon mari, vous direz à mes filles qu'on a eu cette conversation, que c'est eux, tout simplement. Donc je les rassurais, je lui ai dit, vous inquiétez pas, vous serez toujours là, vous ne disparaîtrez pas. Donc tout ça, ça l'a rassurée, et maintenant, voilà ce qu'elle m'a dit aussi comme message, ça arrive souvent aussi des résonances ou des échos pour la personne qui suit l'expérienceur. J'en ai eu plusieurs, moi, par l'intermédiaire des expérienceurs. Elle m'a dit, je vais vous dire quelque chose, ils disent que nous sommes une sous-race, une sous-espèce, que nous sommes pour eux comme des souris de laboratoire ou des rats. Déjà, on ne communique pas par télépathie, alors que ça, c'est le langage de la vie. Ils ont dit que la télépathie est le langage de la vie, et que nous sommes trop primaires pour l'instant. Nous nous exprimons avec un dialecte incompréhensible, barbare pour eux, et c'est pour ça qu'ils ont très peu de considération envers nous. Et que par contre, on a les moyens de... Alors elle me disait, il faut absolument, Eric, que vous formiez toute l'équipe à la télépathie, au remote viewing. Bon, elle est partie dans... J'ai des solutions, j'ai des contacts, je peux avoir des contacts, moi, avec un nouveau métier. Voilà, c'était parti dans plein de propositions de sa part, qui étaient très intéressantes. J'ai aussi un message comme ça sur nos résonances à mon égard. J'avais suivi aussi des personnes qui avaient eu une observation, c'était en Normandie, il y a 35 ans. Je vous explique le contexte. C'était le réveillon de Noël. Son mari était encore au travail. Elle était chez sa mère pour préparer le repas du soir, du réveillon. Et il était 11h, 23h le soir. Le mari n'était toujours pas là. Donc elle a appelé, à l'époque il n'y avait pas les téléphones portables. Elle a appelé à son travail. Elle est tombée sur un collègue de travail qui lui a dit, bon, il n'est pas prêt d'arriver parce que là, il est en train de danser avec la secrétaire. Et apparemment, il prend du bon temps. Donc elle était furieuse. Donc elle a mangé avec sa mère. Elle avait son fils avec elle de 5 ans. Une fois mangé, elle a dit, je rentre à la maison, maman, je m'en vais. Et à l'époque, elle avait une Renault 9. Actuellement, elle ne serait pas passée au contrôle technique, c'est sûr. Parce que le mécano lui avait dit, surtout, ne dépassez pas les 90 km/h parce qu'il y aura danger avec cette voiture. Et ce soir-là, en reprenant la route départementale, c'était dans le soir du réveillon, il n'y avait personne sur la route. Au bout d'une quelques centaines de mètres, elle a vu une grande lumière derrière elle. Elle a pris ça pour un camion, la semi-remorque, qui arrivait derrière elle. Il arrivait très très vite, très très vite. Il me percutait, quoi. Donc, tout ça, quoi. Donc, elle a accéléré. Avec sa Renault 9, elle a accéléré 100, 110, 120, 130. Elle me dit, j'étais toute seule, j'ai croisé personne. Et toujours cette lumière qui était contre nous. Et je demandais à mon fils derrière, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, je ne sais pas, il est là. Et tout à coup, elle me dit, j'ai vu comme un nuage qui est rentré, une brume qui est rentrée dans la voiture. Et je me rappelle très bien les amortisseurs, les roues qui tapaient au sol. Ça tapait, ça faisait un bruit infernal. Et puis,
plus rien. Je suis tombé inconsciente, je me rappelle de rien. Et juste quand j'ai repris conscience, je conduisais toujours. Et j'ai vu dans mon rétroviseur côté droit un soleil. Elle m'a dit un soleil de boule qui partait sur la prairie, comme ça, qui quittait le. Et je pense que c'est ça qui nous a pris, peut-être l'OVNI. Par contre, quand je suis arrivé à la maison, j'avais un quart d'heure d'avance sur le trajet normal. Parce que ma mère m'avait dit, vu que tu es énervé, quand tu vas rentrer, surtout tu m'appelles pour me dire que tu es bien rentré, qu'il n'y a pas eu de soucis. Elle n'a jamais parlé à sa mère, bien sûr. Elle avait un quart d'heure d'avance sur son temps normal, quoi. Sur son temps normal. Et justement après, en discutant avec elle, elle me dit, écoutez, tant que j'y suis, j'ai autre chose aussi à vous dire. Depuis que je suis petite, j'ai un petit, un ami imaginaire, en fait. Mais j'ai l'impression que mon ami imaginaire ne ressemble pas aux amis imaginaires que j'ai vus à la télé quand on parle dans des débats sur les amis imaginaires. Le mien, il était blond, il avait des cheveux longs, il avait 35 ans, ouais, 30-35 ans. Et il me parlait toujours sans ouvrir la bouche. Voilà. Et cet ami imaginaire, je l'ai encore un peu des fois. Il est là. Et elle me dit d'ailleurs à ce sujet, mon ami imaginaire a un message pour vous. Ah bon, je lui dis ok. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Il me dit, vous vous promenez souvent le soir dans une forêt, dans un chemin, une forêt. Je dis oui, tous les jours. Il me dit, ils savent, il vous fait dire que les autres, entre guillemets, c'est-à-dire les gris, savent ce que vous faites au buffon, qu'ils n'apprécient pas beaucoup, et de faire attention à une prochaine rencontre avec eux. Voilà, ça c'est le genre de message qu'on peut avoir. Ça peut faire peur aussi, des fois, parce qu'on se dit, on ne sait pas trop à quoi on peut avoir affaire. Mais bon, ça fait partie de la résonance. Les observations aussi classiques, il y a une résonance des fois dans ma famille, ça on connaît bien, et Jean-Louis aussi, on a déjà parlé des résonances ou des échos, des ricochets dans les familles de façon indirecte. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, concernant les abductions, est-ce qu'on est face à un phénomène physique ou pas? Ça, le problème qu'on rencontre, c'est que actuellement, on a plein de témoignages dans les abductions ou dans les gens qui sont enlevés. Je préfère les enlèvements, parce que l'abduction, ça fait américain. Les enlèvements, on a des cas où le mari ou la femme, quand la personne dit être partie, on s'aperçoit que physiquement, la personne n'est plus dans le lit ou est plus présente dans la maison. Donc, ce qui prouve que, quelque part, de temps en temps, les enlèvements se font aussi physiquement. Après, la plupart des cas qu'on peut rencontrer dans l'ufologie concernant les enlèvements, on est face à des phénomènes où on pense, comme dit Guimand, que la conscience rentre beaucoup dans l'histoire et que, en fin de compte, la personne vit quelque chose, mais tout en restant bien physiquement dans le lieu où elle se trouve, et qu'elle part, en fin de compte, quelque part, mais soit en faisant un voyage astral, comme disait Eric, ou soit que c'est un des phénomènes de la conscience qu'on a encore beaucoup de mal à expliquer, et qu'on a encore beaucoup de mal à conceptualiser. Moi, j'ai réussi à le dire. Voilà. Et pour les implants, c'est pareil. Il y a Oulire qui a fait des recherches dans ce domaine, qui a découvert donc, des implants bien physiques, mais qui savait que aussi certains des gens qui se disaient enlevés avaient aussi plusieurs implants dans leur corps. Et il n'y avait pas que des implants physiques, parce que pour lui, il était indéniable que face à la technologie qu'on suppose, parce que c'est ça encore, c'est toujours la même chose, on ne sait pas si réellement les extraterrestres sont des êtres physiques, ou ce sont des êtres qui viennent d'un autre domaine, d'une autre dimension. Et pour ça, je voudrais se référer à plein de légendes qui existaient il y a très très longtemps, où on parlait des fées, des lutins, des djinns et compagnie. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. On ne sait pas réellement face à quoi on est déjà, parce que la bonne question à se poser, à se dire, c'est pas qui ils sont, c'est face à quoi on se trouve. D'accord? Et pour répondre complètement à ce que tu demandes, donc capable de faire des phénomènes psy, ont beaucoup de liens avec les gens qui sont enlevés. Et d'ailleurs, les gens qui sont enlevés, soit
à l'origine avaient des dons, ou soit, lorsqu'ils sont enlevés, créent un don. Et on a beaucoup de gens qui deviennent médiums, radiesthésistes, qui deviennent magnétiseurs, vous voyez. Et ça, c'est encore un des éléments dans l'ufologie et dans le domaine des enlèvements qu'on a encore du mal à cerner et qu'on a vraiment beaucoup de mal à comprendre. Voilà. Ça répond un peu à ta question ou pas? Alors, même si, bon, Eric a été un peu long, j'ai quand même bien écouté ce qu'il a dit parce que c'était quand même très intéressant. Et je ne sais pas si, à un moment tu parles de sphères lumineuses, c'est ça, qui auraient été observées, bon, je pense que c'est assimilable aux implants éthérés. C'est quelque chose qui peut être lié. Est-ce que, j'ai juste une question, une réflexion, puisqu'on a rencontré Raymond Piccoli, je ne sais pas si tu vois qui c'est le patron du laboratoire de la foudre en boule. Non, pas de la foudre en boule. C'est le patron du laboratoire de la foudre qui est dans le Cantal. On l'a rencontré à plusieurs fois, la première fois c'était en 2014, je crois, et il a démontré depuis l'existence de la foudre en boule, justement, c'est à ça que se référait Jean-Louis. Donc est-ce que ça peut être lié aussi à ce phénomène de boules lumineuses qu'on pourrait observer? Bon, ça c'est une chose. Ensuite, nous dans la pratique, on a eu très peu d'abductés ou de contactés un peu plus quand même. D'abductés c'est assez rare. On a, je pense, je vais juste parler un petit peu d'un cas rapidement, d'un cas qui était dans le Gard, qui s'est déroulé à partir de 2002, qu'on a suivi pendant environ 4 ans, avec des séances de thérapie pour la personne impliquée. Il n'y avait pas d'implant apparemment dans le corps, il y a eu des examens médicaux. Il faut dire que le mari de la personne était dans le domaine médical, donc ça aide à faire les analyses. Et par contre, les thérapies ont démontré que les abductions rêvées, alors je dis bien rêvées parce que ça se passait la nuit, toujours dans le sommeil, et les abductions auxquelles pensait cette dame, en fait, étaient liées à un traumatisme lié à l'enfance. Donc je m'arrêterai là sur ce cas-là, c'est le seul vraiment ce qu'on a pu suivre pendant des années. On n'a pas eu d'implant, je vous l'ai dit. Je reviens encore sur ce que disait Eric. À un moment donné, il disait « j'ai rien fait ». Alors, il me semble qu'on a là deux aspects un peu différents de la pratique de l'ufologie, parce que j'ai cru comprendre que de par vos entretiens que vous avez, vous allez pouvoir orienter la personne dans un sens ou dans un autre, généralement vers un mieux-être, c'est ça? Oui, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc vous avez une démarche qui vise, je peux le dire, je ne sais pas si c'est ça, mais à faire en sorte que la personne se sente mieux. Oui. D'accord. Donc nous, on a plus une démarche factuelle, on va au contraire prendre soin de ne pas orienter la personne dans son processus d'évolution, si vous voulez. On va l'accompagner, on va l'assister si elle le demande. Quand je dis elle, ça peut être un homme aussi, c'est la personne. Mais nos questions ou nos réflexions, nos remarques vont essayer d'être le plus neutre possible pour ne pas orienter le cheminement personnel de l'individu. Et en ça, je crois qu'on a deux pratiques un peu différentes. Je ne sais pas quelle est la meilleure, honnêtement, je n'ai aucune idée. Ce n'est pas les mêmes objectifs non plus. Hein. Et bon, en général, à un moment donné, nous, ce qu'on constate, c'est que la personne qu'on a accompagnée un petit peu, on a essayé d'apporter une réponse à ses observations. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, mais au bout d'un moment, la personne n'a plus besoin de nous. Qu'elle soit, je ne peux pas dire qu'elle soit mieux ou moins bien, le cheminement qu'elle a suivi, avec un accompagnement qui se voulait neutre, l'a amené à nous dire à un moment donné, bah, écoutez, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans qu'on se voit, je ne souhaite plus continuer. Voilà, je prends un autre exemple dans ce domaine. Une jeune femme enfin, jeune femme, 35 ans, pour moi, oui. Donc, du Gard, à un moment donné, elle fait une expérience ovni avec ses 2 enfants et a eu un contact. Au bout de 2 ans, la nature de ce contact, pour elle, avait changé. Ce n'était plus la même chose qu'elle nous décrivait. En fait, pas exactement, c'était la même chose, mais c'était l'interprétation de cette chose qui avait évolué vers ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire elle avait mis ça en rapport avec ses croyances religieuses, en l'occurrence la religion chrétienne. Et elle a fini par nous dire, à un moment donné, ce qui est compréhensible, écoutez, on a fait un bout de chemin ensemble, maintenant j'ai évolué dans mon analyse de l'événement, je me tourne vers, en l'occurrence, l'évêque exorciste de Nîmes qu'il y avait à l'époque à Nîmes. Voilà.
Alors, côté plan, je ne peux pas dire quelque chose de plus. Hein. Vraiment, on n'a rien vu. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis, Thierry. Non, mais tout à fait. La démarche, au final, nous, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'humain, c'est pas le lien. Ou supposer un lien, je ne sais pas trop. On ne dirige pas en fait la personne au départ. On la laisse raconter, moi je ne lui dis rien. Elle m'a dit j'ai vu des démons, ok, j'ai vu après avoir lu le bouquin, c'est peut-être pas des démons, c'est des entités extraterrestres, ok, je laisse venir. Une fois qu'elle a eu pleuré pendant longtemps, je lui donne jamais mon avis, moi au départ. C'est à la fin, une fois qu'on est arrivé au bout, que j'ai senti qu'elle était bien. En général, elle m'a dit et vous? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi voilà. Là, on rentre dans une... Parce qu'en fait, nous, on aborde vraiment l'intimité de la personne. Il faut savoir que ça va très très loin, l'intimité. C'est les relations sexuelles, c'est tout. Les fausses couches, les problèmes gynécologiques éventuels. Voilà, maintenant, en plus, on est épaulé par une équipe médicale, des professionnels de la santé. On s'arrête aussi. Une fois qu'on a fini notre travail, nous, on leur propose, après, s'ils veulent continuer avec les professionnels de santé, ils les accompagnent. Et moi, c'est à la fin, c'est lors de mes échanges, je leur explique ma vision, quelque part. Et ensuite, on a gagné l'affaire. Le jour où on n'a plus de nouvelles, on dit « Ok, c'est bon pour nous, merci beaucoup. » Et voilà. Juste, j'avais eu une personne que j'ai suivie, un espagnol, pendant très longtemps, un jeune espagnol. Bon, clairement, il était schizophrène, c'était évident. Il avait cherché à joindre le MIFON depuis des mois et des mois. Il avait envoyé un mail aux Américains qui ont demandé aux Français de s'occuper de l'espagnol. On a réussi. En plus, on a quelqu'un chez nous qui parle couramment espagnol, donc ça aide pas mal. Et dans ses propos, on sentait de suite qu'il avait un problème. Quoi. Il était suivi par un psychiatre. Lui, il voulait arrêter les traitements avec le psychiatre. Nous, on lui a dit surtout pas, il faut faire accompagner. Mais c'était des pages et des pages. Il m'a envoyé des mails, c'était des pages, 2-3 pages de mails par jour. Et le matin, quand je consultais ma messagerie, c'était à nouveau pareil. Et ça a duré pendant 2 ans. Et il m'a envoyé des messages tous les 2 jours après. Et au fur et à mesure, ça s'est passé. Et là, je me disais, c'est bon, on va gagner, il va commencer à digérer. Mais je savais, je lui ai donné dans mon adresse mail qu'il puisse sortir tout son ressenti, en fait, tant qu'il en avait besoin. Et puis maintenant, je n'ai plus aucune nouvelle de sa part. Donc je me dis quelque part, c'est gagné. Sans avoir trop échangé avec lui. Il a déchargé ce qu'il avait à dire. Il voulait porter plainte à la Guardia, mais c'était un truc de fou, quoi. C'était, voilà. Une autre question? Je me demande, là c'est pareil, je fais appel à votre expérience. J'aimerais savoir si parmi les personnes qui ont été soit contactées, soit abusées, vous avez pu observer le plus souvent des enfances traumatiques. C'est juste ma question. Je veux savoir si c'est une espèce de modèle de personnes avec des critères qui pourraient expliquer pourquoi ces personnes seraient contactées ou abusées, et si par exemple le critère enfance traumatique pourrait être un des éléments à repérer. Merci. Alors, comme je disais, sur les abductés sur la longue durée, on en a eu qu'un sur lequel on a pu travailler, je vous ai déjà donné des conclusions. Sur les contactés, non, du tout. Pas d'enfance traumatisante plus que la moyenne, rien de particulier côté enfance à signaler. Voilà. Alors, moi, pour répondre à ta question, parmi tous les cas, la trentaine de cas de gens enlevés, et parmi les centaines de cas de gens contactés, forcément, on a un potentiel qui est énorme. Et c'est comme dans toutes les relations qu'il y a dans la classe sociale. Forcément, il y a des gens qui ont vécu des choses traumatisantes dans leur enfance, mais globalement,
proportion, on va dire à 70% de cas, les gens n'ont pas subi de traumatisme dans l'enfance. Après, on peut s'interroger de quelle manière ils sont sélectionnés. Ouais, on peut s'interroger. Alors, je fais toujours encore le lien avec tout ce qui est psy, avec le travail qui a été fait par l'IMI, entre autres, et par d'autres sociétés américaines qui ont travaillé sur le domaine psy aussi. On s'est aperçu qu'en fait, que le sujet qui avait le plus de potentialité de réaliser des phénomènes, d'être un psy d'un certain niveau, avait déjà dans son enfance des capacités particulières. Et qu'on ne devient pas psy parce qu'on a envie d'être psy, c'est parce qu'on a la faculté de l'être. Alors on peut s'interroger si éventuellement les gens qui sont contactés, les gens qui sont enlevés, n'ont pas quelque chose de particulier qui est recherché justement par ce phénomène, quel qu'il soit physique ou pas physique, ou qu'il soit d'une autre origine. Voilà ce que je peux te dire. Rechercher ou un sens inverse, c'est-à-dire que ces personnes-là sont peut-être susceptibles, eux, de percevoir ou d'avoir un contact, c'est déjà, ils ont ces capacités-là. Oui, ce qui expliquerait que, comme dans le phénomène psy, c'est qu'ils ont la faculté justement d'observer ce genre de choses. Tout comme quand tu es ethnologue ou quand tu es dans la nature, toi tu vas dans un bois, tu vas marcher, tu ne verras pas qu'il y a des choses particulières à voir, alors que quelqu'un qui est passionné par ça ou qui a la faculté d'observer va mieux observer que toi ce qui se passe dans la nature. C'est ça les liens qu'il faut se faire. Et justement, c'est là l'interrogation et le travail qu'on a encore à faire. Et ça, il n'est pas fini. Moi, je suis d'accord avec Jean-Louis. Moi, je pense aussi que les gens qui vivent des traumatismes dans leur enfance, ils arrivent à décompenser en fait de la réalité face à la violence à laquelle ils ont affaire. En fait. Ça peut être aussi un manque d'amour, tout simplement, de leurs parents ou de la famille et des proches en général. Le manque d'amour, c'est une souffrance au quotidien pour un jeune enfant. Et le fait qu'il arrive à décompenser, c'est-à-dire à s'éloigner de cette réalité-là, le donne peut-être une certaine sensibilité à des phénomènes justement qui sont adjacents à notre réalité, tout simplement. Mais je suis d'accord, ce n'est pas que à cause de la violence de l'enfance qu'automatiquement il y aurait plein de gens qui auraient ce genre d'expérience. Je pense qu'il faut avoir aussi des capacités naturelles et une sensibilité aussi. C'est un mélange. Je remarque que dans ce que j'entends, donc le contacté ou l'abducté peut être contacté ou abducté parce qu'il a quelque chose en plus. Oui. Mais s'il avait quelque chose en moins, s'il y avait une carence, vous n'avez pas parlé. Donc c'est un chemin de recherche aussi. On est toujours en fait, moi c'est un truc qui m'étonne à chaque fois. Tout le monde, quand on parle des abductés, ils ont quelque chose en plus. Je pense à quelqu'un qui devait venir aujourd'hui, il a tellement quelque chose en plus qu'il est agressif avec tout le monde parce qu'on n'écoute pas. C'est peut-être quelque chose en moi, j'en sais rien, hein, honnêtement, j'ai pas la réponse. Mais c'est un autre chemin de piste. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. Il faut savoir que les enlevés, on va dire comme ça, en général, ce sont des personnes très discrètes. Je sais de qui tu parles, mais c'est vraiment c'est très rare ce genre de comportement. En général, les abductés sont plutôt en retrait. Ils s'intéressent beaucoup à la nature, aux animaux. Moi, je vois chez beaucoup d'artistes, en plus des gens qui ont une âme d'artiste, qui peignent, qui sont très admiratifs de leur environnement, qui ont une vie très très simple, qui se mettent très rarement en avant. Donc ça va à l'opposé de la personne dont tu parles. Bonjour, moi ma question, je ne sais pas vraiment si c'est une question, au regard de l'ensemble du phénomène OVNI, en résumant un petit peu sur plusieurs années et sur les activités qui ont lieu dans le monde entier. On a vu apparaître effectivement ces enlèvements et on voit apparaître depuis quelque temps donc ces enlèvements dits psychiques. J'entends des avis sur des recherches sur les raisons de ces
Mais ce qu'on connaît du monde spirituel, de la vie après la mort, etc., scientifiquement, est faible. Donc notre jugement peut être erroné. Je me demande si une civilisation ou une intelligence qui chercherait à entrer en contact avec l'espèce humaine n'aurait pas la nécessité de le faire également de manière psychique. C'est-à-dire que l'activité physique semble évidemment nécessaire pour entrer dans le psychisme humain, dans l'inconscient collectif. Mais il est possible également que cet univers dit spirituel que l'on ne connaît pas nécessite également une prise de contact de ce côté. On peut aussi imaginer qu'il y ait une étude du psychisme humain, de ses travers, je pense à des choses comme l'inconscient collectif qu'avait donné Jung. Et donc je trouve que ce sujet est mal débattu au sein de l'ufologie. Je ne sais pas si c'est une véritable question, si quelqu'un peut me donner un avis. Rapidement, dans tous les cas, le débat, et comme on vous disait au début, il ne peut être faussé, puisqu'on va raisonner avec un psychisme humain à propos de choses et de raisonnements qui sont inhumains. Ouais, après, votre raisonnement est tout à fait valable, hein, et on ne le rejette absolument pas, et nous, on conçoit qu'on est encore à la ramasse par rapport à tout ça. Tout comme les gens qui font des études dans ce domaine particulier et qui ont des capacités intellectuelles ou qui ont eu qui ont des diplômes qui correspondent au type de recherche que vous avez parlé, sont eux aussi actuellement incapables de donner une réponse quelle qu'elle soit. Ils sont toujours dans des hypothèses, dans des recherches, et moi, en simple ufologue, j'essaie de comprendre déjà ce que la personne en face de moi a pu vivre, et c'est déjà assez difficile comme ça, et j'essaie d'assimiler les travaux qui ont été réalisés par ces personnes qui étudient les différents domaines, et c'est clair qu'actuellement, on a encore beaucoup de mal à mettre à désigner de quelle manière ça peut se produire. Tout comme vous dites, il y a peut-être un message qui est envoyé justement de cette manière-là, et nous, on a du mal à comprendre ce message. Et d'ailleurs, Éric Zurcher, je ne sais pas si vous connaissez, nous dit souvent que peut-être que déjà depuis longtemps, on a la réponse, mais qu'on n'a pas encore assimilé le message, ou qu'on n'a pas encore compris le message, justement. Voilà ce que je peux vous dire. Pour ma part, moi je rejoins votre position complètement. Je me dis que si intelligence supérieure il y a, ils ne vont pas se révéler physiquement à nous. Ils vont forcément emprunter d'autres chemins, le chemin de la conscience, c'est sûr. Pourquoi? Pour faire de l'ingérence et amener un message subliminal, individualisé ou collectif, par le moyen de la conscience. Je pense que c'est tout à fait plausible. Et je pense même que quand on parle avec les adultés, quand on leur dit la divulgation de quoi? Divulgation pour eux, il y a longtemps qu'elle est faite. Ça fait 30 ans, 40 ans, qu'ils ont affaire à ces intelligences. Donc pour eux, il n'y a même pas de question. Si vous attendez une preuve physique d'atterrissage à l'Élysée ou autre, ou à la Maison Blanche, vous allez attendre longtemps. Hein, bon, voilà, ça m'engage comme moi et ces personnes-là. Merci. Monsieur Barouillet, je voudrais vous poser une question sur ce que vous avez montré ce matin. J'ai été sidéré par le cas de ce couple qui a vécu pendant 6 mois ensemble et dont nous l'avons montré ensuite. La dame s'est transformée en un abominable lézard. L'homme avait-il déjà montré cette épouse, enfin cette dame, pardon, c'était magnifique et les gens se retournaient sur son passage. Y avait-il parmi les personnes qui se retournaient de la famille du monsieur? Le saviez-vous exactement ou pas? Non, moi je lui avais posé la question, puisque cette dame avait été présentée
par une connaissance un soir dans un concert. Donc, c'était quelqu'un qui voyait régulièrement. Donc, je lui ai dit, mais vous avez le numéro de téléphone, vous auriez pu l'appeler, savoir comment il avait connu. Il m'a dit oui, j'aurais dû le faire, mais quand il s'est retrouvé face à elle, quand il a compris. Pourtant, là aussi, on a abordé l'intimité du couple, pour tout vous dire. Alors, je lui ai posé des questions un peu ardues, quoi. Il m'a dit non, il n'y avait rien chez elle de différent par rapport à une femme normale. Il m'a dit je vous préviens, enfin, je vous assure, monsieur Barouillet, je ne vous le souhaite pas, mais si un jour vous vous retrouvez face à ça, mais vous allez avoir les épaules hérissées, vous allez... Vous nous l'avez dit. Ouais. Il était à 50 cm d'elle. Oui, 50 cm, il se touchait la main. Il a dit on aurait pu s'embrasser sans problème, comme on faisait toujours. Et ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'elle avait un super appartement. Ça se voyait qu'elle avait de l'argent, mais alors, à un moment donné, il pensait même qu'elle se prostituait. Pourquoi elle était si secrète, peut-être la prostitution, co-girl de luxe. Il a tout envisagé, mais non, jamais elle ne s'est déplacée. Il est revenu chez elle des fois improprement à des heures de la journée sans qu'elle le sache. Elle était là, tranquille. Si elle lui avait parlé d'une chose, elle lui avait dit simplement que son rêve c'était de faire le tour du monde en catamaran. Je ne vois pas trop. Mais aucune sensibilité. C'était vraiment une femme frigide. Mais ce qui l'avait aussi interpellé, c'était vraiment que d'autres femmes pouvaient se retourner vers elle, quoi. Parce qu'elle était vraiment magnifique, proportionnée, j'ai jamais vu, c'est un corps de rêve qu'elle avait. Et quand ils sont séparés, ça a été fini. Elle ne l'a jamais rappelé, lui non plus, quoi. Il a tout effacé. Et bon, c'était vraiment l'expérience de sa vie. On a eu d'autres cas sur Paris avec des êtres humanoïdes reptiliens, mais après, c'est des visions de soir, en train de soirée, c'est toujours aléatoire. Ça peut être des méprises sans problème. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Non, je vous remercie, mais... D'ailleurs, lui, il regrette aussi peut-être d'avoir effacé. Ça paraît difficilement... Enfin, oui. Vivre pendant 6 mois avec quelqu'un, vivre normalement. Oui, oui, mais il y avait rien. Et du jour au lendemain, ouais. cette dame qui chante, c'est difficilement assimilable. Ouais. Oui, non, mais je me comprends. Moi, je m'excuse, j'ai un esprit très ouvert, donc... Oui, mais... Donc, ça m'a choqué. Moi, j'ai reçu aussi des chocs ontologiques au contact avec les contactés ou les enlevés. J'ai reçu moi aussi des chocs ontologiques au fur et à mesure. Mais je disais, c'est horrible. Ça me renversait complètement parce que j'ai l'impression de vivre. Le fait que je sois empathique aussi, ça cause des problèmes parce que je me projette trop dans leur vécu parfois aussi. Oui. Tu es obligé de se protéger, de prendre du recul par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais savoir s'il avait eu l'occasion de présenter cette dame à des membres de sa famille. Ou s'il était le seul qui la connaissait. Bonne question. De toute manière, j'ai toujours ses coordonnées. Je pourrais lui redemander. Oui. Oui. Non, de la fille. Merci. Si je peux mettre un petit mot, ça sera bref. Bref. Je voudrais juste revenir, on en parlait tout à l'heure à table en train de becquer un sandwich, sur le cas d'école, le cas fondateur de l'abduction, de l'enlèvement, comme on préfère, le cas de Barney et Bailey Hill. Alors, vous savez que, bien entendu, ils ont été soumis, après leur expérience, à une analyse psychiatrique. Analyse qui a été pratiquée par le professeur, moi je crois qu'il était professeur, Benjamin Simon, de New York, et qui les a soumis, tous les deux, séparément et ensemble, je crois, me souvenir, à une régression hypnotique, ou à l'hypnose régressive. Ça a été magnifiquement illustré par le livre de John G. Fuller, qui s'appelle Le Voyage interrompu, The Interrupted Journey, pour ceux qui l'ont lu en anglais. Benjamin Simon a réalisé toute une thérapie, ça a duré des mois, presque un an, je crois.
Et il faut d'abord dire qu'une hypnose régressive, n'importe qui, contrairement à ce que vous pourrez lire ici ou là sur Internet, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Les seuls médecins psychiatres, d'abord il faut être médecin, psychiatre, et être entraîné à l'hypnose régressive. Entraîné, ça dure très longtemps. Ça ne dure pas des années comme une psychanalyse, mais l'entraînement dure très longtemps. Et les gens qui font ça de façon professionnelle sont des gens extrêmement pointus et absolument qualifiés pour leur pratique. Et Benjamin Simon, qui était de cela, puisque c'était à l'époque, il était très réputé aux États-Unis, en tout cas dans l'État de New York, il disait, en conclusion de son analyse, voilà, ce que je crois, c'est que le couple Hill nous décrit une expérience qu'il a réellement vécue, mais je suis enclin à penser que c'est ce qu'il croit avoir vécu. Là, il faut faire preuve de discernement, parce que ce que vont raconter, après coup, toujours d'ailleurs, des gens qui ont été enlevés, c'est qu'en réalité, ça se passe dans un contexte psychologique qui est très particulier et qui peut les amener non pas à inventer, mais à dire la vérité, c'est-à-dire ce qu'ils croient être la vérité, mais qui n'est peut-être pas la vérité. C'est pour ça que je tiens à insister là-dessus. Les analyses qu'on peut faire sur des abductés doivent être pratiquées uniquement par des professionnels. On lit, si vous regardez un peu maintenant, tout le monde, beaucoup de gens du moins, s'auto-déclarent hypnotiseurs, régresseurs hypnotiques, etc. Mais il faut être très prudent quand on lit ce genre de choses. Il y a très peu de gens, déjà aux États-Unis, où c'est davantage en vigueur, mais il y en a relativement peu. En France, il y en a peut-être 2, 3. Donc tous les gens qui viendront vous dire oh, moi je pratique la régression hypnotique, etc., ne les croyez pas, c'est des pipeaux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. Je vous conseille d'éviter de trouver de questions. On a parlé de divulgation, des États-Unis, de révélation. Je préfère divulgation, c'est pareil en anglais, non? Ouais. Et alors, si vous ne dormez pas, levez la main, s'il vous plaît, si c'est important pour vous ce qui nous vient des États-Unis en termes de divulgation. Je refais. Si vous ne dormez pas, levez la main, s'il vous plaît, si c'est important pour vous ce qui nous vient des États-Unis en termes de divulgation, comme Elizondo et compagnie. Hein. Là, je donne un exemple, voilà, ça parlait davantage. Ouais, la majorité. Ok, je ne suis pas d'accord avec vous. Du tout. Ah, vous verrez ça, je suis en train de préparer un petit texte, on verra où on publie. Si c'est dans Logosphère, si c'est sur notre site internet, je suis absolument horrifié de ce qu'on attend des États-Unis, avec des gens qui ont mis Elizondo qui vont tomber dans l'année à venir. Hein, dans un an, on verra que Elizondo, à mon avis, il n'a pas raconté la vérité, non plus. Une interprétation de la vérité peut-être. Il ne peut tout simplement pas raconter la vérité. Il ne peut pas, il est tenu au secret, parce que, comme dit le proverbe, là-bas, un jour dans une agence pour toujours. Je parle des agences de renseignement. Donc, je pense qu'on accorde trop d'intérêt aux États-Unis à tout ce qui se passe là-bas. On a déjà pas mal de boulot chez nous. Il y a des gens plus ou moins compétents qui travaillent dans le refloat chez nous et partout, hein, avec les LN aussi. Puis en réseau, de toute façon, de contacts, d'éducateurs. On est tous là à faire. Je trouve que nous, les Européens, les Français en particulier, on est là à bader les États-Unis, à les regarder. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce qui se passe là-bas, qu'est-ce que c'est fabuleux.
Et puis, Elizondo, il va faire comme les autres avant. Hein. Oh, j'ai raconté des choses, ah ben merde, il y en a qui ont démontré que c'est faux. Je suis sûr qu'il y en a qui pensent que Corso n'a dit que la vérité. Corso, il a été démontré que quand il écrit son bouquin et qu'il dit qu'il est affecté sur telle base, il n'était pas sur telle base. Oui, Jean-Jacques. Thierry, je suis d'accord avec toi, mais on ne peut pas faire d'un cas particulier un cas général. Mais justement, c'est pas un cas particulier. J'en ai cité deux, je parle de Vert. Tu parles de Corso, oui. Je suis un comme James. J'ai lu en français le dernier bouquin de Elizondo. Moi, j'avoue que j'ai l'habitude de parler, comme les Américains, à la fois de son travail professionnel et de sa vie familiale. Je trouve que, d'ailleurs, il ne dit pas tout, puisqu'il y a des passages qui ont été largement évités et barrés, pour éviter, effectivement, qu'ils ne disent peut-être trop de choses. Non, mais c'est un choix qui quand parle de sa on vie a familiale. passé 20 ans de sa vie, 22 ans, au Pentagone, et qu'on laisse tomber parce qu'on en a assez qu'on nous mente, je crois que c'est un monsieur qui a quelque chose dans le pantalon. Je suis désolé. Ah, mais j'ai pas dit qu'il avait rien dans le pantalon. Alors, Voilà. de là. Mais on peut citer aussi Steven Greer, on peut en citer un paquet, des comme ça. La liste, elle ne sera pas finie ce soir, hein, si on continue. C'est pour ça que je trouve qu'on en attend trop de gens qui nous ont prouvé 1000 fois, qui nous racontent des conneries. Que la désinformation règne aux États-Unis, que peut-être du fait de la CIA, je ne sais rien, de la NSA, je ne suis pas compétent, mais tout ce qu'on nous avance comme révélation depuis que je m'intéresse à l'ufologie, depuis 93 quand même, c'est des bêtises. J'ai changé mon dernier mot. C'est des bêtises. Tôt ou tard, ça finit à un autre boudin. Quelle est celle qui a tenu la route? J'en vois que 2 ou 3 pour l'instant. Je vois éventuellement le dernier bouquin de Gary Smith sur Roswell, qui pour l'instant a l'air bien documenté. Je vois les photos de l'aviation de la Navy, et je m'arrête à peu près là. Le reste, tôt ou tard, ça a fini à notre boudin. Donc, arrêtons de regarder le mirage états-unien, intéressons-nous à ce qui se passe chez nous. Il y a bien des choses, bien du travail à faire. Tu as raison, mais rien n'empêche les Français de s'exprimer. Il y a quand même... Qu'est-ce qui les empêche? Alors là, je peux répondre à la question. Je sais pas. Là, Peut-être, oui, voilà. Là, je peux répondre à la question parce que là, je suis comme Thierry, moi je ne crois pas du tout à la révélation. Ça fait 48 ans bientôt que je fais de l'ufologie. Ça fait 48 ans qu'on entend parler de révélation, c'est au moins la 6e ou la 7e. Qu'est-ce qui empêche en France d'entendre les gens qui veulent révéler des choses? C'est simple. Déjà la presse qui ne les écoute pas, les députés qui ne les écoutent pas, les sénateurs qui ne les écoutent pas, parce que c'est tous des frileux, c'est tous des gars qui n'ont rien dans le pantalon. Il y a, en plus, si je prends rien que le fait de Thierry Lartier qui est en train de faire une recherche sur un phénomène qui serait passé au-dessus d'un porte-avions français. Il a énormément de mal à trouver des documents, on lui fout des bâtons dans les roues, pas possible. Moi je connais des gens, parce que j'étais dans l'armée, qui ont fait partie des services de l'armée, des services secrets de l'armée, qui ont des choses à dire, mais qui ne peuvent pas parler. Parce qu'en France, il faut se rappeler que la France est encore plus secrète que les États-Unis, c'est encore pire que les États-Unis. Essayez d'avoir des documents en France, accrochez-vous. Il n'y a pas de FOI, FOIA. Ouais. Si vous voulez voir des documents, il faut aller à Vincennes, et en plus vous n'avez même pas le droit de prendre de photos, pas le droit de prendre de notes, vous avez le droit juste de regarder et fermer votre gueule. Excusez-moi pour le terme. Donc voilà ce qui empêche en France d'avoir des révélations, ou des choses qui sont apportées par des militaires. Et ça c'est bien dommage. Il y a un autre truc qui empêche, c'est moi. Oui, c'est vrai. Je ne vais plus avoir de temps de parole. Finissez vite, s'il vous plaît, je cherche un autre. Je voudrais juste ajouter un mot pour dire que dans son livre, Luis Elizondo le dit clairement, il y a, et c'est certainement le cas aussi en France, il y a au DOD, enfin le département de la Défense, c'est-à-dire le Pentagone, il y a deux forces qui s'opposent. D'une part, ceux qui veulent la divulgation, et d'autre part, ceux qui refusent et qui maintiennent les choses sous le tapis. Et ces deux forces sont, malheureusement, pour l'instant, encore déséquilibrées, parce que ceux qui refusent la divulgation sont plus puissants que les autres. Et ce sont des gens dont l'histoire ne parle pas
dont on ne connaît pas les noms, ce ne sont pas des élus. Et ça, c'est ça qui a mis Elizondo en colère. C'est que lui, il est tenu au secret, toujours, même s'il est retiré de ce milieu, il est tenu au secret encore peut-être pendant je ne sais pas combien d'années. En attendant, il précise bien que c'est ce qu'on appelle là-bas deep state, l'état profond. Et cet état profond, on ne peut pas lui mettre un nom, on ne peut pas lui donner un nom. Officiellement, il n'existe pas, c'est comme un trou noir. Il y a très peu de gens qui sont au courant, et les présidents eux-mêmes, et plus encore que le président, le Congrès des États-Unis est tenu dans l'ignorance. C'est pourquoi ils ont tenu ces 2-3 dernières années des sessions ouvertes où se sont exprimés des gens comme David Fravor, des gens de Dave Crush, des gens comme ça, les whistleblowers, les lanceurs d'alerte. C'est pour ça que ça s'est tenu. C'est parce que finalement, il y a quelqu'un qui a dit maintenant, ça suffit, il faut porter ça publiquement. Alors, il faut savoir que dans les sessions qui ont été publiques, quand je dis public, c'est où étaient concentrés les membres du Congrès. Hein. C'était pas, il n'y avait pas les gens de la rue qui entraient au Capitole pour assister à ça, non. Mais c'était public pour les gens du Congrès, ça a été retransmis à la télévision, tout ça, bref. Il y avait parallèlement à ces sessions publiques des sessions privées. Ça, on n'en parle pas assez. Moi, je trouve que là, les Français font un peu la faute. Hein. Je veux dire, oui, on a parlé au Congrès, oui, au Congrès, on a parlé de pas grand-chose. Tout ce qui s'est dit de vraiment sérieux, ça s'est fait dans des sessions privées, c'est-à-dire où personne n'était admis, à part quelques spécialistes, des sénateurs peut-être, des représentants, je veux dire la Chambre des représentants, et peut-être des scientifiques, des militaires, en tout une quinzaine de personnes, pas plus. Et évidemment, ceux qui avaient quelque chose à dire, comme Grush, Fravor et les autres. Mais pas plus. Et ceux-là ont déclaré en privé. Et ces déclarations n'ont jamais, pour l'instant en tout cas, été rendues publiques. Il faut bien se mettre ça dans le crâne, c'est que là-bas aussi, il y a des forces contraires. Et Louis Elizondo n'est pas le seul à le dire, ça a été dit par d'autres. Voilà.